Au début, c'est un vrai capharnaüm d'outils, de machines, de ponts qui s'entrecroisent, de bruit. C'est presque effrayant, si vous voulez. C'était très dur, hein. Faut savoir ce que c'est que de faire 12 heures sous la pluie. Uniquement éclairé par des phares la nuit. Eh ben, franchement, c'est pas marrant. Hein. Est-ce que vous savez combien de personnes ont vu votre film depuis la sortie? Il me semble que c'est il y a plus de 2 mois. Ils disent 20 000 actuellement. 20 000 personnes, oui. D'accord. Et quel accueil a-t-il eu parmi... j'imagine qu'il y a pas mal d'ouvriers qui ont vu le film. Oui. Quel accueil? Tu as l'accueil local d'abord, hein, parce que le film traite quand même essentiellement de quelque chose de local dans les Alpes. Puis après, tu as quelque chose de plus général. Mais ce qu'on remarque quand même, c'est que ce film, il part du local pour aller au général, donc il est assez universel dans ce qu'il raconte, quoi. Donc il y a des salles pleines, il y a d'autres moins importantes. Ça dépend aussi de toute la préparation qui est faite, de la manière dont les gens préparent la séance, quoi. Qui fait venir, si c'est des salles commerciales classiques ou si c'est des associations qui portent le film en même temps. On est stupéfait par l'emploi du temps énorme de ces ouvriers paysans. Travailler 8 heures à l'usine, le reste, il fallait faire en sorte à ce que ce soit fait. C'était 2 journées dans la même. Une à l'usine et puis l'autre à la ferme, quoi, à l'exploitation. Chaque jour, des groupes s'enfoncent vers la montagne, ils émigrent. Ils essayaient d'exploiter cette main-d'œuvre étrangère qui était très bon marché. On entend plusieurs fois dans le film les ouvriers parler de camaraderie et ensuite déplorer que tout ceci a disparu. Est-ce que vous avez une idée de quand s'est passé le point de rupture, où on est passé de la camaraderie à l'individualisme? Je pense que c'est fin des années 70, début des années 80, quand on a mis en avant les gagneurs, quoi, les genres Bernard Tapie. Ça, c'est pour la raison un peu plus générale. Après, en ce qui concerne l'entreprise dans laquelle est tourné le film, essentiellement l'usine de la Bâtie, ça se situe aussi début des années 80, et ça, c'est plus lié aux modernisations et aux restructurations. Maintenant, elle n'a pas totalement disparu, la camaraderie, heureusement, mais c'est vrai que le fait de passer d'ateliers où il y avait une trentaine de personnes, en gros, à des ateliers où il y a plus que 5 ou 6 personnes, avec des tâches de travail qui sont aussi modifiées, puisqu'avant on avait un travail beaucoup manuel, après on passe sur un travail mécanisé, où les gens sont plus autonomes dans leur coin. Je pense que ça a une incidence sur cette camaraderie qui a disparu. On évoque beaucoup dans le film la mondialisation et la globalisation. À votre avis, est-ce que les ouvriers ont vu le piège de la globalisation arriver? Ils ont vu... je ne sais pas s'ils l'ont vu. Ils le subissent, ça c'est sûr. S'ils l'ont vu, je pense qu'au niveau syndical, au niveau politique, les choses, ont été vues. Mais maintenant, l'ensemble des ouvriers ne sont pas non plus tous représentés par des syndicats. Non, je pense qu'ils le subissent, ils l'ont vu arriver. En plus, on leur a toujours présenté comme quelque chose de positif. Alors, non, je pense qu'ils en ont plus conscience maintenant que quand ça a débuté, quoi. Est-ce que vous pensez que dans les 2 qui restent, est-ce que vous pensez que quelqu'un pourra sauver la situation? Dans les 2 qui restent, j'ai peur que non. J'ai peur que non. Il y en a un, peut-être que si on le titille un peu par la mobilisation, on arrivera peut-être à... C'est lequel? C'est celui qu'on n'a jamais vu encore. Voilà. Il y en a un qui a fait ses preuves en 5 ans. Celui-là, c'est pas la peine. Hein. C'est ce qu'il vaut et il faut s'en débarrasser. Mais le politique, de par lui-même, il change pas les choses. Je crois qu'il faut la mobilisation des gens. Et je pense que si on a une forte mobilisation après 6 mai, et puis qu'on a un président qui se dit de gauche, je pense que certaines choses pourront bouger, mais j'ai peur qu'il faille vraiment une grosse mobilisation, et ça, c'est encore à construire, quoi. En tout cas, toute l'histoire, elle nous le démontre. Chaque fois que les choses changent socialement, c'est parce qu'il y a eu une mobilisation des gens, quoi. Tu vois, mais toute l'histoire, vraiment, ça se répète chaque fois. Je pense on est à 70 ans de 1936, c'est la même situation. S'il n'y a pas 5 millions de personnes dans la rue, 9 000 occupations d'usines, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'acquis sociaux, quoi. On sent vraiment que derrière, si le peuple est là, les choses peuvent bouger. Est-ce que vous pensez que les politiques français vont pouvoir faire quelque chose alors qu'ils sont liés, même pieds et poings liés
à l'Europe fédéraliste, et à des gens qui sont non élus et qui prennent des décisions. Oui, tout l'intérêt serait que les choses puissent changer à ce niveau-là, quoi. On voit bien que s'il y a un grand changement en France, il y a peut-être aussi des chances que ce soit quelque chose qui soit contagieux. On voit quand même des choses qui se préparent en Europe sur ce plan-là, quoi. Moi, je pense que l'exemple français, il peut, s'il est réussi, faire tache d'huile. Vous pensez que l'Europe est encore une chance pour nous ou pas ? L'Europe telle qu'elle est actuellement, non, c'est pas une chance. Mais bon, après, l'idée de vivre en commun sur cette planète, c'est une belle idée. Et puis je crois qu'il n'y a que ça c'est le but qu'il faut qu'on atteigne, quoi. Donc l'Europe peut faire partie, peut contribuer à ça. Mais il faut changer cette Europe, quoi. Il ne faut pas rester sur une Europe libérale comme actuellement. Il faut une Europe des peuples, quoi. Je vais encore rester un petit peu sur la politique, mais je vais insister un petit peu là-dessus, essayer de mettre le doigt là-dessus. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut changer l'Europe alors que les traités sont déjà signés, sont déjà tous rédigés, signés, et que les Allemands, par exemple, n'ont aucune envie de revoir aucun traité? Écoutez, quand vous parlez des Allemands qui n'ont pas envie de revoir les traités, vous parlez certainement du gouvernement allemand. Moi, je ne suis pas convaincu que le peuple allemand, notamment les centaines de milliers, voire les millions de travailleurs pauvres, n'aient pas envie que les choses changent, hein. Moi, si on arrive à faire des traités dans un sens, on peut très bien arriver à faire des traités dans l'autre, et on va arriver à le faire. Il faut que, comme le dit Michel, on a loupé une étape, là, je pense, avec la candidature de Front de Gauche, où les choses, voilà, on avait un programme clair, voilà, nous, ce qu'on veut faire. On a loupé, je pense, une étape, mais bon, c'est que partie remise. Même celui qui est au pouvoir aujourd'hui, il nous a montré qu'on pouvait renverser les traités. C'est vrai, Sarkozy, il n'a pas tenu compte des élections, vous vous rappelez du grand référendum là, qui avait eu lieu. Oui, voilà, mais là, il a violé le vote des Français. D'une autre manière, quoi. Je pense que c'est vrai que ce que dit Henri, c'est vraiment un rapport de force qui va compter, quoi. Mais on sent que les choses bougent. Moi, je vois dans l'attitude de Merkel, par exemple, à l'égard de Hollande, c'est plus la même que celle du temps de la grande arrogance de Sarkozy, quoi. On voit bien qu'elle se prépare à autre chose, quoi. Et on voit bien que derrière, il y a un peuple qui est là, hein. Et vous pensez qu'il ne faut pas changer les choses quand on voit dans quel état on a mis le peuple grec? Vous pensez qu'on ne peut pas avoir un fonctionnement différent, par exemple de la Banque centrale, qui aujourd'hui, de par les traités qu'on a mis en place, la Banque centrale est en train de permettre la spéculation sur les dettes des pays, quoi, puis d'amener des solutions telles qu'on propose aux Grecs. On peut pas rêver d'un avenir comme ça. On est obligé de changer les choses. Si on ne change pas par des traités, ça risque d'aller vers des journées ou des périodes assez tristes, comme on a connu par le passé. Je travaillais à une usine qui a changé plusieurs fois de nom. Donc ça a été la CISA, après ça a été UCAR. Bon, je ne me rappelle plus des changements. Ça a été Union Carbide, UCAR, Carbone France, Graftech, enfin. J'ai du mal à suivre. Ça s'est fait à coup de milliards à la bourse. On est une ligne sur un bilan comptable et point barre. Quid des usines en Haute-Savoie actuellement? On a idée de nombre d'usines fermées, oui, etc. On peut te répondre surtout sur la Savoie. Tu sais, c'est comme deux départements différents. Ouais, Savoie, Haute-Savoie, puisqu'on parle des deux. Ouais, Savoie, c'est plutôt une industrie lourde qui date du 19e siècle. La Haute-Savoie, c'est plutôt une industrie plus légère autour du décolletage, tu vois, dans la vallée de l'Arve. Mais tu vois, pour te donner des chiffres, aujourd'hui, si on regarde les années 70, période de haut effectif, on avait dans notre vallée à nous 7500 ouvriers. Aujourd'hui, on est à peine à 2500, quoi. On a eu des fermetures d'usines importantes. Ces mêmes usines qui vont se construire en Afrique du Sud, au Venezuela, tout ça, allant y chercher des matières premières moins chères, une main-d'œuvre moins chère, des normes environnementales qui ne sont plus les mêmes, où on peut polluer tant qu'on veut. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ces vallées restent des usines à produits performants, à haute valeur ajoutée, quoi. D'où la nécessité de les conserver. Je sais pas, chez nous par exemple, Henri il en parlera, mais chez nous, il y a une usine qui fabrique du silicium. Le silicium, c'est des panneaux solaires.
quand on sait l'avenir que ça peut avoir, ça, tu vois. On fabrique du sodium. Le sodium, c'est toute la chimie des médicaments. On fabrique aussi du titane. On fabrique de l'acier. L'acier, c'est toute la possibilité pour les hydroliennes, les éoliennes. Donc le but, c'est vraiment de conserver cette industrie parce qu'elle est à haute valeur ajoutée, performante et souvent unique en France, quoi. Et est-ce qu'elle est menacée, cette industrie? Oui, elle est menacée, parce qu'on voit bien qu'il y a des tas de tentatives pour aller s'implanter ailleurs. Mais je pense qu'Henri, il peut en parler mieux, parce que lui, il est menacé. Alors, Oui, elle est menacée par cette gestion libérale. Bon, Michel a oublié de citer l'aluminium qui sort aussi de nos vallées, qui a été mis au point dans nos vallées. Donc aujourd'hui, sur l'aluminium, il y a vraiment des grandes craintes à avoir, puisque au niveau européen, il a été dit dans les années 2007 que l'énergie était un produit trop rare pour le gaspiller et fabriquer des métaux de base. Bon, ça, c'est les politiques qui ont dit ça. Puis on voit que les choses se mettent en place. Et aujourd'hui, par exemple, sur l'aluminium, il reste 2 sites en France qui produisent qu'une capacité de 400 000 tonnes. Ben, ces 2 sites sont menacés. 400 000 tonnes de capacité, alors que notre consommation, nos besoins sont de 700 000 tonnes. Ces 2 sites sont menacés pas parce qu'ils sont non rentables, ils sont rentables. Sauf qu'aujourd'hui, Rio Tinto, propriétaire de ces 2 sites, exige 40% de rentabilité. Aujourd'hui, on est à 16. C'est pas négligeable. Hein. Le livret A, quand il est à 2,5, hein, on est content. Voilà. On est à 16. Et malgré ça, donc, il veut fermer ces sites parce qu'il veut le produire ailleurs. Dans des pays où la main-d'œuvre est certes moins chère, où le prix de l'énergie est aussi intéressant et où les normes environnementales sont inexistantes, quoi. Donc aujourd'hui, voilà, on a des gens qui raisonnent pas en termes de besoin de fabrication de produits utiles, non, ils raisonnent en termes de marge. Et voilà, quel que soit le produit, si la marge est pas nécessaire, ils jugent la marge insuffisante, ils le fermeront, ils se désengageront. Est-ce qu'il est question de nationalisation de ces entreprises, ou est-ce qu'on a le droit de nationaliser ces entreprises par rapport à la France et par rapport à l'Europe, surtout les Européens? Ah, mais les droits, quand on les a pas, faut les créer. Hein. Vous savez, dans les années 80, pour citer les entreprises, les principales entreprises savoyardes appartenaient à Péchinet. Et dans les années 80, on a nationalisé Péchinet. Bon, après, on peut discuter sur la gestion qui a été faite du groupe nationalisé. Ça, c'est une autre question. Donc, comment on a fait? On a voté une loi de nationalisation à l'Assemblée, on a nationalisé. Là, aujourd'hui, dommage, je ne pense pas que les candidats qu'on a aujourd'hui à l'élection présidentielle portent cette volonté, mais il faudra bien à un moment donné qu'on prenne des décisions si on veut conserver une industrie dans notre pays. Et un pays sans industrie qui est fait que de tourisme, on sait ce que ça vaut, quoi. J'ai noté une phrase dans le film, je ne sais plus qui c'est qui dit, quand une usine meurt, les terres meurent autour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les terres sont non cultivées? Et oui, parce que tu vois, toute l'industrie alpine a apporté aux paysans un ballon d'oxygène extraordinaire. Un paysan en montagne, il ne peut pas vivre que de sa terre. Tu vois, particulièrement en Savoie, Haute-Savoie. Donc les terres sont morcelées, petites, dans des pentes abominables, avec la neige 5 mois par an, ce qui fait que les paysans étaient obligés de partir, donc travailler ailleurs, quoi. Et avec l'arrivée de l'industrie, ça leur a permis, grâce au salaire industriel, de continuer à cultiver la terre. Ils sont devenus ouvriers paysans, et on le voit très nettement. Là où l'industrie disparaît, la terre aussi disparaît, la friche avance, les terres sont abandonnées, parce que l'homme il ne peut plus tenir sa terre. Mis à part les usines, mis à part la production, est-ce que vous savez quels sont les points forts de la Savoie, de la Haute-Savoie, au niveau, je sais pas, technologique ou tertiaire, je sais pas? Maintenant, c'est un pays. Auparavant, c'était, tu vois, il y a des chiffres très simples, hein, mais dans les années 60, on avait un actif sur 2 qui était dans l'industrie. Tu vois, en Savoie, chez nous. Aujourd'hui, c'est 1 sur 8. C'est pour te dire qu'il y a autre chose qui a remplacé. C'est ce qu'on appelle le tertiaire, et chez nous, c'est le tourisme. Essentiellement le tourisme d'hiver autour des 15 grandes stations, mais dans des conditions complètement différentes, quoi. D'abord, un salaire de saisonnier. C'est pas le même que celui des usines. Ensuite, le travail de montagne, de tourisme, c'est purement saisonnier, c'est-à-dire au plus 4 mois par an pour l'hiver, 1 mois l'été, alors que l'industrie offrait une permanence de vie, tu vois, liée à l'activité industrielle, 12 mois
transparent, les acquis sociaux qui accompagnent ne sont pas les mêmes, les conventions collectives ne sont pas les mêmes. Dans l'industrie, il y a eu des batailles qui font que les conditions de vie sont complètement, les conditions de salaire sont complètement différentes, quoi. Alors aujourd'hui, la grande inquiétude, c'est ça, nous on le dit dans le film, hein, c'est cette grande dérive qui fait passer un pays d'une activité pleine, tu vois, autour de l'industrie, à une activité purement temporaire, saisonnière, et tout devient saisonnier. Les transports sont saisonniers, puis on voit là quand une usine meurt, ce que ça disparaît. Hein. Derrière, c'est le four, souvent une production unique, c'est la terre qui s'en va, c'est les services publics, c'est les artisans, c'est les commerçants, c'est l'école. Donc on sent bien que notre pays, mais ça c'est la France entière, hein, elle est en train de virer, comme ça, de passer à un pays purement saisonnier, où on sent bien qu'on glisse vers ce qu'on appelle le tout-tourisme, avec tous les dangers que ça crée, quoi. Même si c'est important, parce que le tourisme chez nous, ne serait-ce qu'en Tarentaise, où il y a 15 stations, c'est 20 000 emplois. Mais en tout cas, on ne peut pas vivre que de ça. Ça peut être qu'un appoint, quoi. Messieurs, je vous remercie. Pour qui? Pas pour ceux qui travaillent, le progrès. Pour les actionnaires. Moi, je pense qu'il y aurait peut-être besoin de se reposer des questions. Je ne sais pas, le mot que je vais dire est peut-être un peu fort, mais de l'humanité dans l'entreprise.